Euh, alors, afin d'illustrer en image mon domaine de recherche de loin, j'ai cette image qui est due au mathématicien Arnaud Chérita, qui représente des surfaces, précisément des surfaces de Riemann. Donc moi, c'est ce genre d'objets et leur version en dimension supérieure auquel je m'intéresse. Donc là, l'objet de ce que je vais expliquer dans la suite, c'est de partir d'un problème classique de physique qui concerne le problème d'électrostatique, de comprendre la position à l'équilibre de particules électriques qui se repoussent, et pour arriver à des analogues de ce problème en dimension plus grande sur des objets qui ont un lien avec ce qu'on voit ici sur cette image. Donc pour poser le problème, bon, on part d'un contexte très simple en fait. Donc on fait de l'électrostatique dans le plan. Donc on a des particules électriques qui sont négativement chargées, donc on sait qu'elles se repoussent avec une force, bon, elles vont se repousser, dans ce modèle planaire, elles vont se repousser avec une force qui est inversement proportionnelle à leur distance. Donc ceci engendre une énergie d'interaction entre elles, qui est donnée par la formule donc la formule qui est indiquée ici, là. Donc il y a ce logarithme qui apparaît en plus, mais bon, fondamentalement, le point essentiel est que quand les deux particules se rapprochent, cette énergie devient très très grande, cette énergie d'interaction. Donc on s'intéresse à ce qui se passe à l'équilibre. Donc nos deux particules, elles sont dessinées dans ce domaine bleu, là, qui a une forme plus ou moins arbitraire. Ça pourrait être en fait une courbe, un intervalle, c'est à peu près n'importe quelle partie bornée dans le plan. Et donc on considère on le voit comme un condensateur, donc nos particules électriques peuvent se mouvoir librement dessus, et si on les laisse faire, elles vont chercher à atteindre une position d'équilibre qui va correspondre à minimiser cette énergie d'interaction. Mais de par la formule qu'on avait avant, minimiser cette énergie, ça revient à demander que nos deux particules s'éloignent le plus possible, sont à distance maximale, donc elles vont se placer de telle sorte à réaliser le diamètre de cet objet qu'on nomme patatoïde. Moi, j'aurais pu dessiner un disque, on aurait pu dessiner n'importe quoi. Donc en général, ces positions à l'équilibre ne seront pas uniques. Si on pense déjà à un disque, ça pourrait être n'importe quelle paire de points diamétralement opposés qui correspondront à des positions à l'équilibre. Donc jusque-là, il n'y a pas grand-chose de très intéressant, donc ça devient plus intéressant quand on considère un nombre grand n, typiquement grand, qui va tendre en fait vers l'infini, de telles particules électriques qui sont toujours contraintes dans le même condensateur bleu sur le dessin. Donc on les nomme X1, Xn. Et 2 à 2, elles interagissent, elles se repoussent. Donc 2 à 2, elles ont une énergie d'interaction, la E2 de Xi, Xj. Et dans ce modèle ici, qu'on appelle champ moyen, on considère que l'énergie de cette configuration de particules, c'est la contribution de toutes les énergies d'interaction pour des paires. Donc on fait la somme, on a une formule comme ça, on aurait pu faire une moyenne en fait, mais ici ça ne va pas changer grand-chose. Et donc on a cette formule ici. Et à nouveau, on cherche à comprendre comment vont se positionner nos particules, ce nombre n fixé de particules, à l'équilibre, donc ce qui revient à minimiser cette quantité. Alors, bon, j'ai écrit une petite formule, là c'est pour faire une pseudo-démonstration de mathématiques. Donc on a introduit explicitement l'expression pour l'énergie d'interaction, là, le E2 tout à l'heure, c'était un log de l'inverse de la distance. Donc là on fait une somme de log, et on sait qu'une somme de logarithme, c'est comme le logarithme du produit. Donc on a cette expression à droite qui a l'air un peu compliquée là, pour l'énergie d'interaction de nos n particules, mais on voit tout de suite en tout cas que cette énergie est minimisée maintenant quand le produit des distances 2 à 2 est maximisé. Donc, tout à l'heure, il n'y avait que 2 points, donc ils vont maximiser la distance. Là, on sent bien qu'on veut les éloigner, elles cherchent à s'éloigner maximalement les unes des autres, mais en moyenne au sens du produit. Donc c'est ce produit qui doit être maximisé. Donc sur le dessin, sur cette illustration ici, on trace le cas d'un disque ou d'un cercle, en fait on aurait la même réponse. Donc mon domaine bleu, il faudrait peut-être bleuter l'intérieur ou le cercle ici, c'est là où se meuvent les particules. Donc là il y a un certain nombre, peu importe combien là sur ici, mais donc on peut démontrer dans cette situation-là que effectivement les positions à l'équilibre correspondent à des points qui sont comme ça équidistants, et donc ils vont se placer au sommet d'un polygone régulier. Donc c'est une situation parfaitement symétrique. Donc à nouveau, on n'a pas unicité. On n'avait déjà pas unicité dans le cas de 2 points.
mais on comprend. Mais bon, c'est essentiellement unique, quitte à tourner la figure. Donc la question se pose pour mon domaine bleuté patatoïde général. Et dans ce cas-là, c'est un problème en fait redoutablement difficile. Donc il figure, donc pour illustrer ce point, donc une version de ce problème figure parmi une liste de 18 problèmes pour le XXIe siècle qui a été proposée par le célèbre mathématicien Stephen Smale, que voilà. Donc voici une autre situation. Donc c'est le cas du disque présenté auparavant. On a une réponse qui est un peu simpliste. On peut se dire qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à en dire. Donc voilà une situation où c'est un peu plus surprenant, la réponse est un peu plus surprenante. Donc ici, le domaine bleu où bougent les particules, c'est en fait le segment qui est représenté. Il n'est pas bleu, mais donc elles sont contraintes dans un intervalle cette fois-ci. Et voici des positions à l'équilibre qu'on obtient pour les particules rouges représentées ici. Donc on voit qu'elles ne sont plus équidistantes. En fait, il y a une accumulation vers les bords, vers les pointes de cet intervalle. Donc ça s'appelle des points de Chebyshev. Donc peut-être pour certains d'entre vous, ça peut éveiller des vieux souvenirs de Taupin, éventuellement. Mais en tout cas, voici une manière géométrique de comprendre les points. Comment on les obtient? En fait, ils s'obtiennent par projection. Donc on pose un demi-cercle au-dessus de cet intervalle. Et on projette des points qui, eux, sont équidistants dans l'intervalle. Mais donc la tangence vers le côté de l'intervalle fait qu'il y a un phénomène d'accumulation. Donc on peut démontrer, dans ce cas-là, à nouveau, que les positions à l'équilibre sont forcément celles-ci. Mais pour un domaine plus compliqué, on n'aura aucune réponse satisfaisante à attendre en général. Donc pour arriver à une description un peu plus raisonnable, on fait quelque chose qui relève en fait, de la physique statistique ou de la passage à la limite thermodynamique, c'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'on a un très grand nombre de charges dans notre domaine C, et on fait tendre le nombre vers l'infini, donc on idéalise la situation en passant un modèle continu. Et on espère en fait avoir une réponse plus simple, c'est effectivement ce qui se passe ici. Donc pour la formalisation de ce passage du microscopique au macroscopique se fait en se concentrant sur la seule quantité qui fera sens dans le cas d'une distribution continue ou infinie de charges, à savoir la densité. Donc quand on a notre nombre fini, grand N de charges dans le condensateur, pour chaque partie, on peut compter la proportion de charges qui se trouve dedans, donc c'est la densité, le nombre de charges divisé par N. Et ce qui modélise une distribution infinie de charges, c'est simplement cette donnée. Donc on appelle ça une mesure en mathématiques, c'est quelque chose qui associe à toute partie A un nombre, ici entre 0 et 1. En fait, c'est une mesure de probabilité. Mais cette mesure, on la pense comme la densité de notre distribution continue de charges. Donc là, c'est plus pour écrire une formule. Donc dans ce modèle continu, donc le point ici, c'est qu'on peut deviner le modèle continu à partir du modèle discret. Donc dans le modèle discret, on avait postulé que l'énergie, c'était la somme des énergies pour des paires de points. Et on sait que ce qui correspond dans un monde continu à effectuer une somme discrète comme ceci, c'est de remplacer ça par une intégrale, dont le symbole est d'ailleurs un S allongé pour rappeler la somme. Et donc on se retrouve avec l'expression qui est écrite ici. Donc on a une distribution continue mu, donc c'est la donnée de la densité de cette distribution infinie de charges. Et voilà l'expression. Donc bon, je vais préciser le sens exact de ce qui est écrit ici, demande un peu de formalisme, mais en tout cas le point est qu'on peut deviner l'expression de cette énergie continue à partir du cas discret. Et donc, le principe est toujours le même. Donc, à l'équilibre, une distribution continue va minimiser cette quantité. Et donc, on s'intéresse à la minimisation de une fonctionnelle sur l'ensemble des mu, donc l'ensemble des densités continues de charge. Et donc, ici, ce qui est écrit au-dessus de l'illustration, c'est un théorème de mathématiques donc, qui est établi dans le contexte de ce qu'on appelle la théorie du potentiel. Donc, c'est une théorie de mathématiques qui a justement pour but d'analyser cette situation. Donc, le résultat principal, c'est que dans cette situation, il y a une unique position à l'équilibre. Donc, en gros, il y a un cas qu'on exclut un peu pathologique où cette quantité serait toujours infinie, cette énergie à l'équilibre. Donc, ça veut dire que notre condensateur est trop petit. Donc, il a une capacité nulle. Et sinon, on démontre l'existence d'une unique distribution continue qui va minimiser cette énergie continue. Donc contrairement au cas discret où on avait a priori une très grande quantité de positions à l'équilibre possible
et ce qui contribue à la complexité du problème de les déterminer. Ici, la réponse est simple, on a une unique distribution continue, et donc dans le cas du disque ou du cercle, c'est la même réponse dans les deux cas, eh bien, on obtient simplement la distribution uniforme sur le cercle au bord, donc qui correspond en fait au cas limite de ces sommets de polygones à un nombre de plus en plus important de côtés. Donc ça, à nouveau, c'est un phénomène général, dans la même théorie du potentiel. Donc là, c'est des résultats qui datent du début du XXe siècle dans ce contexte-là. On démontre que les configurations à l'équilibre microscopique, même si elles ne sont pas uniques, quand le nombre de charges tend vers l'infini, vont forcément converger, donc se rapprocher de plus en plus de l'unique distribution continue. Donc le point est que le défaut d'unicité s'efface quand on passe à la limite sur le nombre de particules. Le défaut d'unicité des configurations d'équilibre disparaît. Donc voilà le cas d'un intervalle. On avait tout à l'heure une accumulation de points vers le bord, et donc dans le cas continu, cette courbe bleue représente la densité des charges continues à l'équilibre, donc qui explose vers les bords de l'intervalle. Donc pour aller brièvement donc ce que nous on a effectivement étudié, c'est une version en plusieurs variables complexes en fait de la problématique précédente, dans laquelle l'énergie d'interaction est donnée par une expression mathématique plus compliquée. Donc je l'ai écrite ici, je ne vais pas forcément essayer de préciser ça, mais donc il y a un déterminant qui apparaît. Donc c'est une formule plus compliquée, et les points peuvent être contraints à vivre sur un objet du type qui est là. Donc là, c'est les points réels d'une quartique. Donc il y a de multiples motivations mathématiques pour regarder ce problème-là. On n'a pas choisi ça par hasard. Donc ils viennent d'un problème d'interpolation polynomiale, de géométrie différentielle, d'arithmétique. Bon, ça serait un peu de rentrer dans le détail, mais c'est un problème qui est très naturel mathématiquement, qui correspond à des conjectures qui ont été énoncées au début des années 50. Donc la difficulté par rapport au cas d'avant, c'est qu'on ne peut plus deviner ici l'expression de l'énergie pour le modèle continu associé. Tout à l'heure, j'avais dit on remplace la somme par l'intégrale. Là, on a cette expression bizarre, ce déterminant, et on ne sait pas quoi en faire dans le cas continu. Et donc, pour conclure, les résultats que nous avons obtenus avec mes collaborateurs Berman, Gage et Zariai, donc nous avons explicité le modèle continu correspondant à ça. Donc ça correspond à des distributions continues mu qui satisfont des équations dérivées partielles dites de Monge-Ampère, donc qui sont proches d'une certaine mesure de celles qu'on a dans le cadre de la relativité générale, une variante de celle-ci. Et on établit les mêmes résultats que précédemment, donc les configurations à l'équilibre discrète convergent vers cette unique configuration à équilibre continu. Et bon, c'est un certain nombre de développements, donc, dans le cas probabiliste, une interprétation en termes de gaz de fermion due à Berman. Et puis très récemment, j'ai continué dans cette ligne-là, dans un contexte géométrique assez différent, qui s'appelle la géométrie non archimédienne, avec Dennis Erickson. Et voilà, je vous propose de m'arrêter ici, laisser la place aux questions. Je vous remercie. Merci.